Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux en cette période estivale. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer à ce webinaire qui va traiter de la transformation digitale, moteur de l'accélérateur du changement de modèle d'entreprise. Ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires que nous avons organisés sur différents thèmes que nous avons déjà traités, notamment celui de la direction générale, de la supply chain, de la direction des opérations, la direction de projet notamment, tous ces webinaires étant accessibles en replay sur notre plateforme Fit In Network. En quelques mots, je vais me présenter ensuite nos trois présentateurs du jour et vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, Bruno D'Artagnan, je suis le président fondateur du réseau Fit In Network que j'ai créé en 2014 après une expérience d'environ une vingtaine d'années en finance et en direction générale d'entreprise avec une forte dimension internationale. J'ai décidé de créer et de développer ce réseau pour faciliter la mise en relation entre les besoins des entreprises en matière de compétences opérationnelles et expérimentées, avec des experts qui souhaitent intervenir sous forme de mission, principalement de management de transition. Aujourd'hui, Fit In Network est un cabinet de management de transition et de temps partagé, et nous sommes spécialisés dans trois métiers principalement, tous les métiers du management, commencer par les fonctions de la direction générale, direction opérationnelle, direction de supply chain, achat, direction de projet d'infrastructure ou de transformation digitale, dont nous allons parler bien sûr aujourd'hui. Notre deuxième métier est celui de la finance. Nous couvrons des compétences de direction financière, de direction du contrôle de gestion, du credit management ou du contrôle interne, ainsi que d'autres fonctions qui tournent autour de la gestion financière des entreprises. Notre troisième métier, celui des ressources humaines, pour accompagner la croissance ou la décroissance, ça peut arriver, des équipes au sein de nos clients. Notre point commun sur l'ensemble de nos missions, une approche toujours opérationnelle. Nous ne faisons pas de consulting, nous sommes systématiquement dans l'exécution, la mise en œuvre effective de projets et d'objectifs qui ont été convenus avec nos clients. Notre ADN, des valeurs communes telles que la solidarité, le développement des compétences de nos membres, une approche bienveillante ainsi que la promotion des compétences de nos experts. Notre force aujourd'hui, un réseau préqualifié de plus de 900 membres qui sont tous référencés et visibles sur notre plateforme, dont une cinquantaine d'experts premium avec qui nous développons des solutions sectorielles et ou fonctionnelles que nous proposons à nos clients sous forme de mission. Nous intervenons partout en France et en Europe grâce à la répartition géographique de l'ensemble de nos experts sur tout le territoire français et européen. Voilà, donc, je ne dirai pas plus sur le réseau. Je souhaite maintenant présenter nos trois présentateurs du jour. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter avant tout Véronique Vias. Donc, Véronique, je pense que tout le monde te voit. Si tu veux dire deux mots avant que je parle de toi. Donc, je suis Véronique Vias. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui. Bruno va un petit peu en parler, mais j'ai fait ma carrière essentiellement dans la construction en France et à l'international. Et je suis ravie de participer à ce webinaire avec Fit In Network. Parce que comme l'a dit Bruno, c'est la solidarité et puis c'est aussi un transfert de compétences, un partage d'expériences. Et c'est très intéressant d'avoir cette opportunité-là. Voilà, quelques mots. Très bien, merci Véronique. Sois la bienvenue. Véronique est directrice de projet. Son slogan, amener l'ensemble des parties prenantes à être acteurs de leur transformation pour une plus grande efficacité individuelle et collective. Tout un programme. Véronique intervient sur des thématiques de changement de système d'information et sur des projets de transformation organisationnelle avec une très forte connotation et une dimension digitale.
Véronique pilote des projets et des équipes dans une démarche de co-construction. Elle met en œuvre pour cela un management participatif. Parmi ses nombreuses compétences, Véronique sait optimiser les processus pour qu'ils soient plus efficaces, mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail, plus collaboratives, mettre en place de nouveaux systèmes d'information orientés clients. Elle intervient de manière pragmatique et opérationnelle sur ces différents projets de transformation. Bienvenue Véronique, je suis ravi que tu participes à cette présentation et que tu nous partages ton expérience. Notre deuxième intervenant du jour est Rémi Vecina. Je propose Rémi que tu nous dises quelques mots avant que je te présente plus en détail. Alors, c'est Rémi Vecina, en fait, pas Vecina. Écoute, tu vas me présenter un petit peu plus tard. Juste, ce que je voulais juste te dire, c'est que je suis passionné de digital et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà, et d'innovation digitale en particulier. Parfait, excellent. Merci Rémi. Donc, ton slogan à toi, il est moins difficile d'élaborer des idées nouvelles que d'échapper aux anciennes. Voilà. J'espère que tu nous en Changer diras de un cours petit des peu choses plus tout à l'heure. Oui, voilà. Voilà. Avant de rejoindre les activités de management de transition au sein du réseau Fit In Network, Rémi a piloté de nombreux projets de premier plan dans le secteur de la finance notamment et de la transformation digitale d'un très grand groupe du secteur bancaire en France et en Europe. Après plusieurs expériences de DSI, Rémi intervient aujourd'hui dans la direction de grands projets de transformation des modèles et des organisations en intégrant systématiquement les nouvelles technologies digitales. Il est passionné d'innovation et de disruption digitale. Rémi, en plus de ses fonctions de manager de transition, conseille plusieurs startups dans leur croissance dans des domaines aussi variés que l'accompagnement des seniors, l'aide au financement des entreprises ou encore la fidélisation des clients. Un des thèmes principaux de son intervention aujourd'hui sera le platforming, l'avènement des platforming, et j'espère que tu nous en diras bien plus tout à l'heure. Notre troisième intervenant du jour, Philippe Versavo. Philippe, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Je suis DRH de l'étape avec mes petits camarades Véronique et Rémi. Comme ils l'ont dit, pas de système sans humain, donc je vais incarner ce sujet-là et je te passe la parole. Très bien, merci Philippe, sois le bienvenu. Philippe, DRH spécialiste des transformations digitales. Son slogan à lui, allier l'économique et l'humain dans le sens du bien commun, c'est ce qui m'engage. En tout cas, c'est ce qui t'engage. Oui, effectivement. C'est tout un programme. Philippe, DRH dans les entreprises de taille intermédiaire, allant jusqu'à 3000 personnes, principalement dans les services. Il est intervenu de manière globale sur des plans stratégiques et de transformation de la fonction RH. Parmi ses nombreuses compétences, Philippe sait notamment piloter des plans de redressement économique et d'amélioration de la marge opérationnelle. Il sait accompagner des réorganisations profondes, mais aussi mettre en place des plans de recrutement majeurs. Il dirige des projets de digitalisation de processus RH, SIRH, plateformes de recrutement et autres outils de formation. Parmi ses nombreuses qualités, Philippe est immédiatement opérationnel pour vous accompagner et mettre en place des réorganisations diverses dans des contextes de redéploiement ou de changement d'organisation. Voilà, c'est la présentation de nos trois experts que je voulais faire. En complément, je souhaiterais présenter l'équipe d'animation qui comprend donc Aline Vanzaghi. Aline, je ne sais pas si tu es visible d'une façon ou d'une autre. Bonjour Aline. Bonjour. Voilà, sois la bienvenue. Donc Aline va nous accompagner dans l'organisation de ce webinaire. Elle s'occupe notamment de communication digitale et de marketing. C'est une jeune professionnelle promise à un grand avenir et je te souhaite la bienvenue lors de ce séminaire. Voilà. Sur les aspects pratiques, je souhaiterais vous indiquer que nous avons mis un chat à votre disposition pendant toute la durée de ce webinaire. Donc, il est accessible en bas de vos écrans.
que je vous invite à faire, c'est à nous poser l'ensemble des questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure des présentations. Si possible, d'indiquer à quel intervenant elles s'adressent et à l'issue des 3 présentations, nous reprendrons ces questions et nous ferons en sorte que vous ayez toutes les réponses auxquelles vous avez droit. Voilà, pendant la présentation, les micros seront coupés en dehors de celui de l'intervenant. Vous pouvez allumer ou éteindre vos caméras et notre présentation durera environ 1 heure, questions-réponses comprises. Voilà pour l'introduction. C'est donc Rémi qui va démarrer ce webinaire en nous présentant des tendances lourdes du digital appelées platforming. Cette tendance adresse aujourd'hui l'ensemble des secteurs de l'économie. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce terme franglais? Rémi, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, tu sauras tout, Bruno, dans 10 minutes. On va aller sur le premier slide. Céline, Aline, merci. Partie événement des plateformes, on va aller passer sur le suivant. Alors voilà, donc j'ai voulu démarrer ma présentation en fait avec une citation de Gilles Babinet. Alors peut-être certains d'entre vous le connaissent. Gilles Babinet est un des grands gourous français du digital. Il a été le premier président du Conseil national du numérique lorsque ça a été créé. Et puis, il est quand même le digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. Donc, selon lui et selon pas mal d'autres penseurs français et étrangers, les entreprises, quelles qu'elles soient, ont vocation à devenir toutes des plateformes. Alors, complètement avec un modèle complètement de plateforme, un modèle hybride, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense moi aussi que toutes les entreprises, d'ici une dizaine, une vingtaine d'années, auront une composante plateforme, c'est à peu près certain. On va passer au slide suivant. Je voulais commencer avec un cas d'école pour bien vous rappeler ce qu'est une plateforme. Vous connaissez tous probablement Airbnb, premier hébergeur au monde qui ne possède pourtant aucun bien immobilier. Airbnb ne possède aucune chambre, Uber ne possède aucun taxi et Facebook est le premier média digital, le premier média ne produit aucun contenu en fait. Donc, on a des modèles quand même qui commencent à apparaître qui sont assez disruptifs. Alors, pour en revenir à Airbnb, l'aventure d'Airbnb, donc c'est un modèle particulier que vous connaissez tous avec 2 groupes d'utilisateurs, des voyageurs et puis des hôtes qui sont mis en contact et qui font des transactions et qui vont tous les deux trouver de la valeur ajoutée. Et Airbnb aussi en prélevant 20% ou pas mal de frais sur ces locations. Alors Airbnb donc, est né dans les années 2007. Ce sont 2 Californiens qui, pour se faire un peu d'argent, ont loué 3 matelas dans leur salon. Et puis, c'est devenu, au fil des années, une des plus grandes compagnies hôtelières, sinon la plus grande, avec une capitalisation de 30 milliards de dollars, une capitalisation boursière, donc qui n'a pas encore rejoint le géant, la Marriott, mais qui est vraiment pas très, très loin et qui est déjà très loin d'accord, notre géant français. Donc aujourd'hui, Airbnb, c'est sans aucune chambre, c'est quand même 5 millions d'annonces simultanées de chambres, de logements que vous pouvez consulter sur leur site. Et puis, une belle aventure, alors pas toujours rentable, enfin depuis peu, mais qui continue malgré la crise à se développer. On va passer sur le slide suivant. Alors, ce phénomène de plateforme, il est général. J'ai cité quelques domaines. Se déplacer, se nourrir, trouver du travail, s'habiller, se loger, s'équiper. On pourrait en trouver d'autres et on pourrait trouver pas mal de plateformes. Donc, dans tous les domaines, en fait, on a des plateformes qui se développent. Pourquoi elles se développent maintenant aussi vite? À cause évidemment du digital, à cause de la puissance des réseaux, à cause des communautés, à cause des smartphones, toutes ces choses-là. Tout ce qui vient du digital, enfin, toutes les technologies digitales qui sont mises à la disposition pour de nouveaux usages permettent maintenant ce genre de plateforme et permettent d'atteindre une masse critique. Alors, je vais revenir très rapidement sur se déplacer. On a toujours donc, des populations qu'on met en contact et qui font des transactions. C'est la raison d'être des plateformes. Uber, donc dans ce cas-là, les populations, ça va être les VTC. Et puis, d'un autre côté, c'est les gens qui veulent se déplacer. Blablacar, on a toujours des gens qui veulent se déplacer, mais là, ça va être des conducteurs qui vont faire du covoiturage. L'autre population
Wicar, c'est un autre modèle. On adresse aussi les gens qui veulent se déplacer, mais Wicar, en fait, d'un côté, on va avoir des gens qui veulent se déplacer et puis d'autre côté, des particuliers qui veulent louer leur voiture un jour, une heure, un mois. Et c'est Wicar qui va faire se rencontrer ces populations-là. Donc, voilà un peu le principe de fonctionnement. Alors, dans s'équiper, depuis mardi, on en a deux de moins dans mes logos, puisque le Bon Coin a absorbé eBay, enfin annoncé sa fusion avec eBay en tout début de semaine. Donc, des plateformes qui avaient un petit peu le même modèle, hein, malgré tout. Il n'y avait que les tarifications qui étaient différentes, mais on était sur les mêmes populations pratiquement, ce qui fait que ce n'est pas très, très étonnant qu'elles aient fusionné. Juste avant de passer au prochain slide, on voit aussi sur ce slide Fitin. Hein, Fitin Network est une plateforme en fait qui va relier deux populations, toujours une population d'experts dont je fais partie, dont Véronique fait partie, dont Philippe fait partie. Et puis des entreprises en fait qui recherchent des managers de transition pour une durée déterminée, pour accomplir un parcours déterminé. Et c'est la plateforme Fitin qui nous unit et Bruno qui est là aussi, qui nous anime. Voilà un petit peu pour les modèles. On va passer au slide suivant. Je voulais revenir sur la définition d'une plateforme parce qu'on entend beaucoup parler de plateforme et puis ça ne veut pas dire toujours la même chose en fait. Hein. Une plateforme, moi je viens des systèmes d'information, l'informatique, une plateforme de développement, c'est une plateforme qui permet de produire des logiciels en réutilisant déjà des choses qui ont été développées. Voilà, en production, une plateforme, on pense aux plateformes de construction de voitures, aux plateformes de forage. Donc, c'est un système qui peut être réutilisable en partie. Et puis voilà. Alors, en fait, les plateformes telles qu'on l'entend, nous, et en tout cas dans mon exposé, c'est plutôt une organisation qui va permettre un nouveau business model. C'est une organisation qui va créer de la valeur, c'est pour ça qu'on parle de business model, en connectant, je vous l'ai dit tout à l'heure, différentes populations. Donc, en les connectant, en les attirant, en les mettant en relation, en les connectant, afin que ces populations elles fassent des transactions. C'est ça qui va apporter de la valeur à la plateforme et puis de la valeur aux deux populations. Donc, une plateforme, en fait, c'est une organisation qui fait se rencontrer des vendeurs, en fait, et des utilisateurs prêts à acheter ce que les vendeurs ont à vendre. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, ça existe depuis la révolution industrielle, depuis 1800, et puis ça existait même bien avant, on avait des places de marché. Là aussi, c'est le digital qui fait qu'on atteint très vite, on l'a vu avec Airbnb, des tailles critiques qui permettent de rendre rentable le système et puis intéressant pour tous les utilisateurs. Voilà pour la définition. Sur le slide suivant, donc pour revenir un petit peu sur les modèles, je vous ai parlé de modèles de plateforme hybride et à mon avis, c'est plutôt vers ce type de modèle qu'on va. J'ai voulu faire un focus d'abord sur ce qu'on appelle un petit peu ce que j'appellerais le business traditionnel. Hein. Donc, le business traditionnel, donc modélisé notamment par Michael Porter dans ces fameuses chaînes de la valeur où on a des inputs qui peuvent être de la matière première, on a de la transformation. Et puis, on a des outputs qui peuvent être une voiture, un pétrolier ou un réfrigérateur, je n'en sais rien. Donc, Michael Porter a modélisé tout ça avec a modélisé ça avec le template chaîne de la valeur, qui est un modèle quand même très, très linéaire. On est très processé avec de l'optimisation qu'on peut faire de manière verticale ou de bout en bout. C'est ce que j'appelle le business traditionnel qui existe toujours et qui va toujours perdurer à mon avis, puisqu'on transformera toujours quand même, pendant un bon moment, de la matière première. Le deuxième modèle qu'on retrouve dans les plateformes hybrides qui arrivent à associer tous ces systèmes-là, c'est le modèle revendeur, retailer, détaillant. On pense notamment à la grande distribution, à des grossistes. Et puis le troisième modèle, le modèle qu'on a évoqué, qui sont les plateformes pures et dures, qui sont virtuelles, qui associent, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux populations qui font une transaction. Donc voilà ces trois modèles qu'on arrive souvent à bien faire fonctionner ensemble au sein de ce qu'on appelle une plateforme hybride. C'est par exemple le modèle d'Amazon qui fait du business traditionnel lorsqu'il fabrique et commercialise ses Kindle, là, qui sont les liseuses ou les enceintes connectées Echo. Il les fait produire, Amazon les fait produire, j'en sais rien, mais enfin on est dans du business traditionnel.
revendeur, Amazon, son métier, c'était revendeur. Au tout début, c'était un détaillant, c'était un retailer qui a démarré dans les livres et qui vend aujourd'hui des produits qu'il livre. Et puis, cette notion de plateforme, donc Amazon a ouvert sa plateforme à des particuliers, à des entreprises qui, elles aussi, peuvent maintenant vendre et toucher une autre population, qui sont la population d'acheteurs. Et là, on est bien dans le concept de plateforme, puisqu'Amazon met en contact des acheteurs avec des particuliers ou des entreprises qui ont quelque chose à vendre. Donc, Amazon comme Apple est en fait une plateforme hybride. Apple, c'est à peu près pareil aussi. Ils produisent des logiciels, ils ont des Apple Store qui fonctionnent comme des plateformes. On est à peu près sur les mêmes modèles. Voilà, je voulais illustrer ces modèles-là à travers un secteur que je connais un petit peu mieux, qui est la banque. On va passer au slide suivant. Alors, la banque, les banques, vous le savez, vous vous en doutez, elles sont menacées de toutes parts, sur tous les fronts. Avec l'avènement du digital, alors ça se traduit par la fermeture des réseaux. Toutes les grandes banques ont commencé à faire décroître leur réseau d'agences. Et qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là? Alors, dans ce secteur-là, manque de bol pour les banques, on a la réglementation qui s'assouplit, c'est-à-dire qu'on a eu des mesures, des directives. Là, je vais parler de la DSP2, de la directive sur les services de paiement, qui font qu'on ouvre le paysage. Il n'y a plus de barrières. En 2009, on a eu l'ouverture du marché des paiements. C'est-à-dire que les banques n'avaient plus le monopole du paiement. On a vu arriver des géants comme PayPal. En 2018, et c'est très récent, on a l'ouverture avec la DSP2, qui est une nouvelle directive européenne, on a l'ouverture de l'accès aux informations, enfin plutôt au compte client, qui est autorisé dans certaines conditions pour certains acteurs, avec évidemment beaucoup de sécurité. Mais aujourd'hui, on a des fintechs, on a des géants du web, on a tout un tas de sociétés qui peuvent utiliser, avoir accès aux données des comptes clients pour faire tout un tas de choses. Je pense notamment aux agrégateurs. Les agrégateurs qui peuvent vous donner une vision de tous les comptes que vous avez dans toutes les banques et puis vous proposer des produits et optimiser votre patrimoine. Donc, dans les banques, on a la réglementation qui s'assouplit et on a l'intensification de la concurrence qui arrive avec les géants du web qui ont commencé donc à créer des banques pour certains, qui ont commencé à lancer leur propre monnaie ou qui y réfléchissent encore, leurs propres produits d'assurance, leurs crédits, donc les gens du web qui arrivent et qui vont aussi progressivement prendre des parts de marché. Il y a les acteurs spécialisés, je vous ai cité PayPal pour les paiements tout à l'heure, mais vous avez aussi des United Credit pour les crédits, enfin vous avez tout un tas d'acteurs spécialisés qui sont nés avec ces déréglementations. Vous avez la grande distribution avec les Auchan, avec les Alibaba qui attaquent aussi le secteur, qui créent leur banque pour faciliter la vente de leurs produits. Et puis, tout ce qu'on appelle banque mobile first ou néobanque, donc les nouvelles banques nées avec le digital, c'est les Allemands, c'est Revolut, pardon, plutôt c'est les Anglais, c'est N26, donc toutes ces banques qui commencent à grignoter du terrain sur nos champions français, là, que sont Boursorama, dans un même secteur. Et puis, on a les agrégateurs que j'évoquais tout à l'heure, qui permettent donc d'optimiser globalement notre patrimoine financier en utilisant toutes les données qu'on a sur tous les comptes. Voilà un petit peu le paysage qui fait que les banques sont pas mal menacées sur leur cœur de métier. Sur le slide suivant, j'ai voulu montrer qu'aujourd'hui, les banques sont un carrefour, en fait, avec le digital qui va très, très vite. La transformation digitale dans les banques a démarré il n'y a pas très, très longtemps, c'est dans les années 2010. Moi, j'ai accompagné une grande banque dès 2009 sur les premiers projets de transformation digitale. Et aujourd'hui, les banques sont vraiment un carrefour. La transformation digitale s'accélère. Et aujourd'hui, elles ont deux voies à suivre. La première, c'est de devenir ce qu'on appelle un commodity, c'est-à-dire un back-office en fait, qui va se spécialiser dans les services financiers, qui va être sous-traitant, pourquoi pas des gens du web, d'un Amazon ou d'autres choses. Et ce back-office, en fait, il va viser l'excellence opérationnelle, il va viser les grandes masses, il va viser la réduction des coûts. Et c'est un petit peu le chemin que prennent les banques si jamais elles ne réagissent pas face à tous ces envahisseurs, entre guillemets. La deuxième solution, pour les banques, c'est de transformer le business model, c'est-à-dire que les banques ont quand même des avantages. Elles ont la connaissance client, pas beaucoup d'acteurs du marché puisqu'ils suivent des familles toute leur vie. Ils ont de la confiance malgré tout, qui sont déjà de bonnes briques. Et transformer le business model, c'est-à-dire réfléchir sur autre chose que les services purement bancaires. Et
progressivement, les banques réfléchissent à devenir des intégrateurs de services, en fait, pour accompagner le client dans sa vie quotidienne, dans les grands moments de vie, hein, que ce sont des naissances, des mariages, des achats de maisons, des achats de voitures, tout ce que vous voulez, des pertes d'emploi. Donc, c'est des partenaires en fait, de cette vie quotidienne, et beaucoup de banques en fait, commencent à se positionner là-dessus. Donc, Commodity, on a des exemples. On a par exemple la Société Générale et la Banque Postale qui ont créé des usines de paiement communes, hein, qui proposent à d'autres banques éventuellement ou à d'autres acteurs. Donc, on recherche la massification, la réduction de coûts. Et puis, transformer les business models. On a quelques exemples aussi, hein, de banques qui commencent à lancer, on va y revenir tout à l'heure, de nouveaux services. Je pense à un des plus avancés dans la transformation digitale en Europe, qui est BBVA en Espagne, qui a commencé très tôt à réfléchir à de nouveaux business models. Sur la page suivante, j'ai donné les grandes tendances de la banque de demain très, très rapidement. Hein. Donc, c'est une banque qui va être en interaction continue avec les clients, avec la puissance du digital qui augmente, avec les smartphones. Donc, une banque à laquelle on peut accéder ou à ses services 24h/24, 7 jours sur 7, tout le temps en temps réel. Les banques qui commencent à avoir un panel de services étendus qui dépassent les services financiers. Hein. L'immobilier est le premier service où on a pas mal d'initiatives. Donc, les banques, au lieu de faire uniquement des prêts immobiliers, commencent à rechercher aussi des appartements pour leurs clients, proposent, après il y a évidemment l'acquisition, proposent des services pour entretenir et sécuriser les logements, proposent des services pour vendre des appartements, proposent des services pour tout un tas de choses, hein, pour des successions autour des appartements. Donc, c'est un des secteurs sur lequel on commence à avoir beaucoup de services en plus. Alors, il y a d'autres secteurs, il y a l'automobile, mais la banque commence à grignoter du terrain sur pas mal d'autres activités, portées aussi par leur rôle de banquier. Donc, on assiste à pas mal de partenariats dans les banques, à des réflexions sur des nouveaux modèles qui sont supportés par ce qu'on appelle une tendance. On parle de plateforme, dans la banque, on parle d'open banking. Open banking, ça veut dire que la banque ouverte, hein, et on fait ça grâce à des API. Des API, ce sont des ouvertures dans les systèmes d'information qui permettent très facilement et en temps réel de se connecter à d'autres fournisseurs de services. Hein. Je pense notamment à des startups. Hein. Les banques associent beaucoup de startups à leur développement à travers ces API qui permettent en temps réel de faire tout d'un coup autre chose que du pur financement ou du paiement. Voilà un peu le paysage. Donc, je vais juste citer un Français quand même qui avait eu une bonne idée et qui continue, c'est le Crédit Agricole, hein, il y a plusieurs années, le Crédit Agricole a créé sa place de marché, en fait, hein, son store, pardon, son App Store, voilà, qui s'appelle CA App Store. Le Crédit Agricole, en fait, a monté une plateforme, là je dis informatique, qui permet à des développeurs de développer des apps en utilisant les données avec sécurité évidemment du Crédit Agricole pour proposer de nouveaux services. Et tout ça, ça a donné le CA Store, donc un magasin d'appli, comme vous avez l'Apple Store, qui permet donc de charger une appli et puis d'avoir un service nouveau avec un financement quelque part quand même où il y a le Crédit Agricole qui apparaît. Voilà un petit peu la grande tendance. Donc, les banques aussi sont en train d'élargir leur panel d'activités et de services et vont vers des modèles aussi de fonctionnement en mode plateforme. Rémi, tu nous dis que la banque est impactée, on va voir ce que ça va donner. Au-delà de tous les secteurs, quelles démarches vont déployer les entreprises et ou secteurs, comment ils vont s'y prendre pour mettre en place tout ça? Alors, on va aller sur le slide suivant. Je vais vous parler un petit peu de modèles. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure, Michael Porter, c'est les années 80. La chaîne de la valeur qui a aidé beaucoup d'entreprises à réfléchir, à optimiser son modèle. Pour ceux qui connaissent, il y a eu le Canvas qui est arrivé un petit peu après, qui est un modèle un petit peu plus ouvert où on intègre davantage les interactions avec l'écosystème. Donc, on n'est déjà pas loin de ce que font les plateformes. Et puis, il y a pas mal de modèles qui naissent, hein, qui viennent des États-Unis, qui sont adaptés par des Anglais, qui arrivent. Moi, j'ai choisi de vous présenter, par exemple, le Rocket Model, hein, qui est pas mal utilisé, celui-là qui est un cadre adapté au développement des plateformes, en fait. Hein. On retrouve… Alors,
là, c'est juste un schéma, mais derrière, vous avez tout un tas d'étapes, tout un tas de KPI, tout un tas d'outils qui permettent de conduire un projet de lancement de plateforme, hein, avec ces différentes phases de design, de lancement, d'accélération, de maturité. Tout ça est décrit dans ces modèles-là. Alors, l'Eurocode Model, il repose sur plusieurs étages, hein, qui sont au cœur du fonctionnement de ces passerelles. D'abord, on a des groupes d'utilisateurs, hein, utilisateurs producteurs qui sont au bas de la fusée. On a un premier étage qui est l'étage attraction, qui est décrit dans ce modèle, hein, l'attraction, c'est quelque chose qui va permettre de créer une masse critique des deux côtés pour qu'il puisse y avoir des transactions, hein. L'objectif, c'est de faire des transactions. On a la mise en relation qui est capitale, donc comment on va mettre en relation ces populations. La connexion, donc la connexion, avant de faire une transaction, il va falloir probablement connecter les gens pour qu'ils puissent échanger quelques éléments. La transaction elle-même, hein, qui va permettre de capturer la valeur. Alors la transaction, ce n'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut être autre chose. Et puis l'optimisation en continu de ce modèle-là, on est dans le digital évidemment, qui va utiliser de la data, qui va utiliser des outils autour de la data, l'analytics, le big data, tout ce que vous voulez, toutes les technologies nouvelles qui permettent d'optimiser en quasiment temps réel le dispositif. Voilà, donc il y a des démarches structurées qui existent, hein, pour toutes les grandes entreprises dans tous les secteurs qui veulent faire de la plateforme hybride pour commencer à développer ces modèles, sachant qu'il y a aussi des experts, hein. Chez Viking Network, on a déjà mis en œuvre ce type d'approche, soit totale, soit par morceaux des étages de la fusée. Donc, on peut évidemment aider toutes les entreprises à créer ces nouvelles activités. Pour finir, sur le dernier slide, donc, je voulais revenir sur les conditions de réussite pour faire du platforming, donc pour adopter ces nouveaux modèles, business models, pour aller vers ces nouveaux business models digitaux. Donc, le premier, évidemment, ça coule de sens, c'est une proposition de valeur qui est pertinente, qui doit être pertinente, hein, innovante, pour les utilisateurs et les producteurs, les deux populations qu'on va rassembler pour qu'elles fassent des transactions. Donc, s'il n'y a pas de proposition de valeur qui apporte de la valeur aux deux et puis à la plateforme, ça ne marchera pas. Dans les conditions de succès, il y a la gouvernance de la plateforme. On entend par gouvernance comment elle va fonctionner, les règles très strictes chez Amazon, hein, qui sont les utilisateurs autorisés, les groupes autorisés à aller dans ces plateformes, qu'est-ce qu'ils ont le droit de vendre, enfin toutes ces choses-là. Ça demande une gouvernance très forte. La confiance, évidemment, qui est la clé, hein. On ne va pas prêter sa voiture à n'importe qui ou son appartement, donc il faut arriver à établir très très vite cette confiance. L'expérience client qui doit être irréprochable, donc une expérience sans couture, du 7 jours sur 7, du paiement très fluide, hein, ça le digital le permet, et puis les infrastructures évidemment qui doivent être à la hauteur. Je parle notamment au système d'information qui doivent être évidemment scalables, notamment dans la phase d'accélération pour supporter toutes les transactions, et puis toute la sécurité évidemment, la cybersécurité qui va avec les infrastructures. Voilà. On ne t'entend pas, Bruno, ton micro est débranché. Effectivement. Voilà. Rémi, je tenais à te remercier pour ce partage d'expérience sur le platforming. C'est passionnant. Il y aurait bien plus à dire et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure et à la suite de ce webinaire. L'évolution en fait, des business models passe aussi par des changements qui sont organisationnels, voire culturels des entreprises. Véronique, je sais que tu as l'expérience de ces changements via la digitalisation. Est-ce que tu peux nous en parler et nous partager ton expérience? Oui, Bruno. C'est vrai que j'ai de l'expérience sur le sujet des changements de process, des changements organisationnels et je voudrais partager quelques enseignements que j'ai tirés de ces expériences. Si on peut avancer, voilà. Alors, la première expérience sur laquelle je voulais partager, ça concerne l'installation d'un ERP, donc un logiciel de gestion intégré dans le monde de la construction. Le périmètre organisationnel, c'est une grande entreprise internationale avec une organisation complexe, c'est-à-dire beaucoup de filiales dans pas mal de pays, des grands chantiers partagés entre plusieurs business units, de la sous-traitance interne, donc complexité. Le périmètre fonctionnel, c'était à la fois un périmètre opérationnel et back-office,
avec les process achat et logistique, sous-traitance, la comptabilité, la chaîne client, la gestion des chantiers et le reporting d'entreprise. Et enfin, le périmètre outils, donc vraiment informatique, était lui aussi complexe dans une certaine mesure, car les outils étaient très différents d'une structure à l'autre, soit plutôt anciens, enfin avec des anciennetés très différentes, et surtout ne communiquaient pas entre eux. Donc une information d'entreprise très compliquée à mettre en œuvre. Voilà le contexte, si on peut avancer. Alors, le premier message, c'est installer un ERP, ça coule de source, ça a l'air, mais il faut le dire, ça va bien au-delà d'un projet informatique. Et le premier point important, c'est de donner du sens au projet. Pourquoi je fais ce projet? Pourquoi je mets en place un ERP? Pourquoi je vais changer mes pratiques? Quel est le pourquoi en 2 mots? Est-ce que c'est parce que c'est pour être plus rentable? Ça coule de source, mais est-ce que c'est aussi pour plus de modernité? Est-ce que c'est pour gagner en efficacité auprès de mes utilisateurs? Est-ce que c'est pour mieux partager une information en temps réel? Donc voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de mettre en place le début du projet, je dirais, de telle manière à pouvoir bien cerner le projet, mais aussi à bien ensuite communiquer ce sens aux collaborateurs pour qu'ils puissent le partager. La deuxième chose qui va au-delà du projet informatique, ce sont les process. Donc, c'est bien beau d'acheter un outil, mais qu'est-ce qu'on va y faire au travers de cet outil? Et donc là, on est au niveau des process. Donc, je reprends mes process, je les mets à plat et je regarde un petit peu comment je peux les optimiser ou les modifier selon ce que je souhaite faire. Si je reprends l'exemple sur lequel j'ai travaillé, donc notamment la chaîne fournisseur, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on y intègre la partie achat, tout à fait à l'origine du process, donc avec le sourcing, avec le référencement des fournisseurs, avec la gestion des catalogues, ou bien est-ce que l'on part uniquement de la partie plus logistique, c'est-à-dire de la demande d'achat, du bon de commande, et ensuite. Et donc se poser ces questions-là à chaque étape pour vraiment reconstruire des process. Et ainsi que je viens de le dire, on voit bien que reconstruction de process, derrière, ça a forcément des impacts dans les organisations. Et donc, il s'agit d'anticiper et d'accompagner ces changements organisationnels. Donc, je reprends mon sujet de fournisseur. Si j'ai décidé de mettre dans mon process mes achats, est-ce que, du coup, dans mon organisation, j'ai un service achat? Est-ce que je dois le construire s'il n'existe pas? Ou bien, est-ce que la fonction achat, je vais la donner à d'autres métiers de l'entreprise? Donc, voilà les types de questions qui vont aussi devoir se poser pour les impacts organisationnels. Et donc, on voit bien que là, on est bien au-delà dans le digital d'un simple sujet informatique. Slide suivant. Alors, mon sujet, puisque j'ai quand même oublié de dire un petit peu ce que je faisais là-dedans, j'ai démarré au tout début du projet et j'étais en charge plus particulièrement de l'accompagnement du changement et donc notamment de travailler sur les changements organisationnels. Donc, j'ai travaillé pour mettre en place, pour réfléchir justement aux impacts organisationnels, pour mettre en place de la formation, de la communication et surtout de travailler sur des organisations cibles. Mais une deuxième étape ensuite, c'est d'aller déployer cet ERP et donc là, on se confronte au terrain. Et on revient sur de l'humain parce que quand vous allez sur le terrain, ça a été mon cas, je suis allée rencontrer les utilisateurs, les structures, eh bien, vous allez vous confronter aux ressources, à la culture, aux histoires, aux managers, donc à vraiment la réalité. Alors, bien entendu, les utilisateurs, les managers, l'ensemble de l'entreprise concernée doit s'adapter à la solution qui a été construite et tout le travail de l'accompagnement du changement porte là-dessus, mais il y a tout un volet aussi accompagnement qu'on connaît moins qui consiste aussi à adapter la solution aux contraintes du terrain. Et par exemple, si je prends un cas très, très pratique, je peux avoir dans mon organisation cible considéré que telle action va être décentralisée parce que ça a du sens. Et une fois sur mon terrain, dans ma structure, me rendre compte que je n'ai pas assez de ressources pour décentraliser et du coup, je vais devoir recentraliser ou centraliser cette action. Donc, on voit bien là qu'il y a une double adaptation de la cible vers le terrain et du terrain, bien sûr, vers la cible. Et donc, dans ce cadre-là, l'humain reprend toute sa place. Le deuxième sujet que je voulais présenter avec vous, partager, c'est le travail collaboratif. On en parle beaucoup depuis plusieurs années et le digital a permis d'aller beaucoup plus vite sur le travail collaboratif et véritablement de partir dans une co-construction de l'information, de la partager, de l'enrichir, information ou communication.
Et le digital permet aussi de s'affranchir du temps et de l'espace. On le voit depuis quelques semaines dans le cas du télétravail, c'est aussi le cas dans le travail collaboratif. Et donc, cela permet bien sûr d'aller plus vite et de partager beaucoup plus. Alors, tout comme la première expérience, digitaliser le travail collaboratif, ça commence par se poser des questions. Pourquoi, quoi, comment, à nouveau. Donc, quel est le périmètre sur lequel je veux travailler ma digitalisation de ce type de travail? Est-ce que c'est sur un service, plusieurs services, l'ensemble de l'entreprise? Quels sont mes objectifs par rapport à ça? Mieux partager de l'information, être en transverse, faire se communiquer les services entre eux. À partir de là, je vais structurer mon outil. Et en fonction de ça, il est bien entendu que je vais former mes utilisateurs à l'outil, mais aussi je vais leur expliquer et les former aux principes et aux objectifs sur lesquels je suis partie, une fois de plus, là, pour partager avec l'humain ce qu'on veut faire de cette digitalisation. Donc, le travail collaboratif entraîne lui aussi des changements organisationnels, des changements de comportement, des changements de principes. J'en ai retenu 2 qui me semblent importants. Au niveau de l'ensemble des collaborateurs, il s'agit de faire confiance et de respecter l'autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand je fais du travail collaboratif dans un outil digital, je vais y construire de l'information, y construire de la documentation. Je dois faire confiance aux autres membres de cette équipe qui travaillent sur cet outil parce qu'ils vont se servir de cette information, ils vont l'enrichir, ils vont la diffuser, ils vont la commenter. Et donc, je dois faire confiance à ce qu'ils vont en faire. Et à contrario, il faut qu'ils me respectent, c'est-à-dire qu'ils me respectent dans la documentation et dans l'information que j'ai disposée, notamment dans les commentaires. Et donc, il y a forcément un travail d'équipe là très important à mettre en place. Et donc, ça peut changer les mentalités et l'organisation à mettre en œuvre. Et le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est plus au niveau du management, parce que le travail collaboratif digital peut rencontrer des résistances au changement au niveau du management. En effet, dans ce travail collaboratif, on entend bien que le personnel va travailler en transverse, va partager directement de l'information. Et donc, certains managers qui fonctionnent encore dans un mode hiérarchique, et il y en a encore, vont se sentir quelque part dépossédés de l'information, alors qu'ils considèrent que l'information, c'est du pouvoir pour eux. Et puis, ils vont devoir impliquer davantage de ce fait leurs équipiers dans la prise de décision, puisque les équipiers ont aussi l'information. Donc, il s'agit à ce moment-là d'accompagner ces managers en amont de leurs équipes pour qu'ils soient ensuite moteurs. Et la manière, je dirais, intéressante de les accompagner, c'est qu'ils y trouvent leur propre intérêt dans cet outil digital et dans ce travail collaboratif. Et un sujet qui peut leur paraître intéressant, c'est que justement, dans cet outil, ils vont pouvoir aller chercher directement de l'information sans avoir à passer par leurs collaborateurs, et ils peuvent avoir de l'information plus riche et en temps réel. Donc, on voit qu'on peut, de manière facile, je dirais, alors après, ça dépend des managers, mais les accompagner en leur montrant leur propre intérêt dans cette digitalisation. Véronique, tu parles beaucoup d'humain dans ton retour d'expérience. Est-ce que tu penses que l'humain est en fait au cœur de tout projet de transformation digitale? Alors, de tout projet de transformation digitale ou pas, oui, tout à fait. À partir du moment où on a un projet de ce type digital, il est très important de prendre la dimension humaine dès le départ. Et d'autant plus dans le digital, le contact est moins direct de fait. Et donc, il est important de pallier, je dirais, cette problématique de contact en remettant de l'humain et davantage d'humain à ce niveau-là. Et marier, je dirais, très en amont l'humain, le digital, c'est cela qui va permettre aussi de faire évoluer le modèle de l'entreprise. Et puis, la valeur dont tu parlais tout à l'heure, elle va aussi se trouver là, dans ce croisement et dans cette avancée de l'humain et du digital ensemble. Voilà. Merci. Alors, Véronique, merci. Je pense que nous avons tous bien compris que l'humain est un facteur clé dans l'efficacité d'une transformation digitale. Donc, merci de ton témoignage. Philippe, tu as aussi accompagné un grand nombre de projets de transformation avec une forte dimension RH. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec des cas concrets sur le sujet? Alors, 2 exemples.
un projet de SIRH dans un secteur de loisirs sportifs, une entreprise avec un siège social, 150 sites basés sur toute la France, des populations saisonnières, nomades, connectées, jeunes, beaucoup de turnover, beaucoup de rotation et un management de proximité, en gros un patron de site qui gère une partie administrative et toutes les forces de production. Un système d'information complètement obsolète, pas sécurisé informatiquement, pas sécurisé réglementairement, et il fallait passer dans une nouvelle ère. D'où un projet important de refonte de la totalité du système avec un appel d'offres et tout ce qu'il fallait avec, et un portail salarié extranet, avec des populations qui bougent, non, encore avant. Les enjeux étaient la sécurisation, le réglementaire informatique, une déconcentration complète des responsabilités, notamment auprès des chefs de centre, l'automatisation au maximum pour réduire la force de RH en termes de coûts, et une dématérialisation de tous les documents d'administratifs RH. Si on passe après, facteur clé de succès, c'est un gros sujet. Il y a une extrême forte proximité avec le DSI, mais un seul directeur de projet, ça a été, on en a beaucoup discuté tous les deux et on s'était dit qu'il fallait avoir un seul directeur de projet, sinon un hydre à deux têtes, ça ne marchait pas. Et c'est ce qui a fait qu'on a embarqué tout le COMEX derrière. Comme Véronique, mise à plat des process, je ne vais pas le répéter, elle l'a mieux dit que moi, mais c'est fondamental. Un travail co-construit collaboratif avec tous les managers de site dans l'équipe projet. On avait pris des managers emblématiques, tant par leur légitimité que par la voix qu'ils portaient, et des apports par les salariés à travers des communautés. On avait mis en place un système digital de remontée des informations avec Google, et ça nous a permis d'avoir des informations qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà pour le premier facteur. Juste, Philippe, si je puis me permettre, effectivement, j'ai parlé des process et tu n'en as pas reparlé. Par contre, tu as pris le petit dessin que j'avais mis. Oui. Pourquoi tu as repris cet aspect-là? Parce que tu as dit quelque chose de fondamental. La mise à place des process, c'est en fait le changement de mode de travail. Et que si on ne regarde pas, on est tous dans des entreprises qui sont normées, organisées, et on s'y regarde pas ce point-là, on loupe une grosse partie du sujet. En mettant à plat les processus, on met à plat la mode de travail et ça permet d'embarquer des nouveaux processus de manière à embarquer tout le collectif. C'est vraiment un sujet très important parce que c'est souvent là qu'il y a les difficultés qui viennent, notamment dans les processus. Il y a qui décide derrière. Il y avait des décideurs avant, des décideurs après, et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer un corps social. Autre exemple, une entreprise informatique mise en place d'une plateforme de recrutement. C'est venu de manière très très vite, en quelques mois, avec un marché de l'emploi qui a repris, et le marché informatique en tension. Quand je dis en tension, c'est peu de le dire, et des outils de recrutement en évolution ultra rapide. Rémi parlait d'outils pour trouver du travail. Il y a aussi des outils pour se rencontrer. Alors, on connaît Mythique, mais il y a le Mythique du recrutement. Il y a énormément d'outils qui font défiler des processus, des gens, des annonces d'emploi. Et ça existe. Alors, il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais il faut savoir que ça existe. Des candidats avec des nouvelles attentes. J'ai mis ce petit bonhomme en se disant qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je ne veux pas changer? Il faut aller draguer aujourd'hui les candidats. Il fallait aller draguer des candidats sur un marché de l'emploi ultra en tension. Alors, on ne les drague pas uniquement avec de la rémunération, on les drague avec d'autres choses. Mais les candidats sont souvent perplexes. Donc, il faut des outils où on va les chercher, ou des plateformes de contact. Et une activité de recrutement en mutation. On a vu beaucoup récemment ce que voulait dire le confinement, c'est tous retrouver comme aujourd'hui derrière nos caméras, nos micros et nos postes de travail. Mais le recrutement aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on a des candidats qui ne veulent plus bouger, pas se déplacer à la bonne heure, tout se passe aussi derrière un écran. Donc, pour le slide d'après, retour d'expérience sur ce qui a marché. Dès le départ, en fait, quelque chose que je n'ai pas marqué, j'ai pris une chef de projet qui avait fait du recrutement. Et donc, elle savait exactement de quoi elle parlait en s'adressant à des acteurs, des chargés de recrutement qui avaient le même âge, qui connaissaient exactement le même langage.
On a défini un ROI dès le départ et pas uniquement budgétaire. Très souvent, nos directeurs généraux veulent un ROI budgétaire, mais il n'y avait pas que ça. Ça changeait aussi un certain nombre d'approches. Simple pour les équipes et rapide à mettre en place. On n'a pas fait un cahier des charges trop long et on voulait vraiment quelque chose, une plateforme de recrutement qui soit interconnectée et utilisable rapidement. Efficace pour le DRH et pour le COMEX. Ça nous a permis d'avoir des datas simples qu'on avait construits dès le départ et qui nous a permis chaque fois d'orienter nos plans de recrutement et d'outils. Et ne pas hésiter à le remettre en question. La digitalisation, ça passe par des outils. Je réinsiste sur l'alliance qui est importante avec les DSI. Ce n'est pas pour faire plaisir à Rémi, mais c'est extrêmement important. Mais il faut aussi qu'en tant que directeur métier, on sache de quoi on parle et qu'on sache de quel outil on veut mettre en place. Après, les directeurs DSI peuvent nous dire c'est bien, c'est pas bien. Et on a remis en question l'outil. On ne l'a pas changé, mais on l'a fait évoluer. Pour quelques éléments d'enseignement, si on passe après, j'ai voulu le résumer de la manière suivante. Une vision digitale, si on n'a pas une vision sur ce que c'est que l'entreprise et son évolution digitale et voir une vision sur les outils digitaux dans chaque métier, ça ne marche pas. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut et avoir une vision de ce qui est aujourd'hui et à terme. Il y a quelqu'un qui a parlé dans les questions, je crois, de culture digitale. Ça vient très vite, les derniers mois nous l'ont montré, mais ça se transforme aussi. Et Véronique l'a expliqué. Dans tous les exemples que j'ai pris, il fallait faire évoluer la culture de l'entreprise, des acteurs, des salariés. Et les candidats, ça vient de manière plus rapidement et plus vite. Voilà. Mais la culture, elle est présente chez nous tous. Néanmoins, ça se forme. Et je reviendrai à la réglementation après. Il faut former. Il ne faut pas imaginer que tout le monde a la même culture, a la même niveau de compréhension. Il faut mettre de l'argent sur les formations, aux outils et à la compréhension. Réglementation digitale, tout le monde sait ce que c'est que la RGPD, la CNIL, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, les évolutions sur toute la réglementation des corps sociaux, des partenaires sociaux et l'accompagnement au changement, même là-dessus est importante. On est très encadré, c'est une nouvelle mode d'activité de notre histoire des entreprises. Elle est encadrée, très encadrée. Très souvent, en tant que DRH, on apparaît comme l'empêcheur de tourner en rond quand on met en place un SAP, un CRM ou autre. Mais c'est tout ce qui va derrière. Et je vais terminer par l'éthique digitale. Il y a aujourd'hui des schémas émergents sur l'éthique qu'on doit mettre en place sur toutes ces plateformes. Ces plateformes changent l'économie complètement. Rémi parlait du Airbnb qui aurait imaginé il y a quelques années que ça apparaîtrait, qui aurait imaginé il y a quelques années que des réseaux comme Fit-in Network existeraient. C'est venu très vite, ça prend et il y a une éthique derrière à avoir sur tous ces process. Voilà. Parfait. Philippe, merci beaucoup pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Merci Véronique et Rémi aussi. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont enchaînées pendant cette présentation. Donc, on va essayer de les poser de manière un peu séquentielle en demandant à nos intervenants de répondre rapidement. Aline, tu veux poser la première question ? Donc, c'est une question pour vous, Monsieur Vecina. C'est quelqu'un qui dit qu'il a le sentiment que les plateformes se développent surtout en B2C et plus difficilement en B2B. Est-ce que c'est bien le cas? Et si c'est le cas, quelle en est la cause? C'est effectivement le cas. En fait, moi, je dirais que les plateformes se développent plutôt dans ce qu'on appelle le peer-to-peer, hein, des particuliers qu'on va mettre en contact et qui vont faire des transactions. On a quelques exemples de plateformes en B2B. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne se développent pas aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'il n'y en ait pas beaucoup? C'est la multitude en fait, hein. C'est le nombre d'utilisateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de plateformes qui connectent des groupes de vendeurs d'acheteurs. Dès qu'on tape dans du B2B, évidemment, il y a moins de volume et le modèle n'est pas forcément très rentable. Donc, c'est vraiment le volume qu'on commence à atteindre pour les particuliers à travers l'utilisation des réseaux et à travers les communautés qui fait que ça marche bien pour les particuliers.
mais un petit peu moins avec les entreprises. Merci pour votre réponse. Du coup, une autre question pour vous trois. Intégrer des services au-delà du secteur bancaire, de nombreux secteurs peuvent prétendre à offrir des services similaires. N'est-ce pas les prémices d'une segmentation par besoin, par style de vie, par exemple, une segmentation de l'économie par CSP, et donc une nouvelle fracture sociale? Oui, je pense que c'est par rapport à l'extension des services, hein, la banque qui va proposer bientôt davantage de services. Euh, alors, ce que je pense, moi, je pense déjà que c'est une bonne question et je suis d'accord avec la personne qui a posé cette question. Je pense déjà, moi, que le digital crée de la fracture sociale. Alors, peut-être pas tout le temps, hein. Plus on va avancer dans le digital, peut-être il y aura moins de fractures sociales. Mais le fait que les banques commencent proposent avec le digital de nouveaux services qui sortent de la banque, est-ce qu'on ne va pas accélérer cette fracture sociale? Alors peut-être, peut-être pas. Aujourd'hui, on a des banques pour la clientèle privée, hein, qui ont des ressources supérieures à aller 1 million d'euros en France. Ceux-là, les services qu'ils vont développer, ce n'est pas la recherche de mobil-homme, hein, ça va être plutôt de la recherche de yachts, de l'entretien de yachts. On a des banques traditionnelles qui adressent le grand public, qui va être quand même le cœur du marché. Et là, on ne va pas créer davantage de fractures sociales. Et puis après, il y a des banques un petit peu low cost, hein, qui s'adressent à différents types de population. Je pense à Nickel, où on peut aussi imaginer pour Nickel, le compte Nickel, des services aussi qui seraient pour différentes populations. Donc aujourd'hui, moi je dirais oui, le digital crée de la fracture sociale. Le fait que les banques proposent un jour des services via le digital complètement nouveau, pas plus de fracture sociale qu'elle n'en crée avant, quoi. J'ai juste un avis un peu différent. Excuse-moi, Bruno. Vas-y, En 2 secondes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, toute personne, je dirais, a un accès au digital qui est beaucoup plus important qu'avant, avec des outils qui sont de plus en plus intuitifs. Donc, de ce fait, je dirais l'accès, il n'y a pas de fracture sociale forcément dans cet accès-là. Après, effectivement, il y a un coût de service où là, effectivement, il peut y avoir une marche et une fracture sociale. Mais je pense que la digitalisation, globalement, dans la société, s'est beaucoup développée et donc l'accès est beaucoup plus facilité. Très bien, merci Véronique. Je me permets de te poser la prochaine question, la question suivante, pour alterner. Véronique, c'est Nicolas qui nous pose cette question. Parmi les raisons pour lesquelles un projet de RP peut échouer, on a souvent l'absence de culture et d'implication du COMEX qui revient régulièrement. Comment peut-on surmonter cet obstacle? Eh bien, on ne le surmonte pas. Ça, voilà. C'est la réponse. Il est évident que ce type de projet, je dirais dans tout projet d'entreprise important, si ce n'est pas porté, s'il n'y a pas un sponsor au plus haut de l'entreprise, il va être très difficile d'emmener l'ensemble de l'entreprise, sauf si vraiment c'est un projet miraculeux mais qui n'existe pas, je n'en ai pas rencontré. Donc, ça commence par effectivement travailler avec le COMEX. Il faut que ce soit le COMEX qui soit décideur, parce que c'est quand même eux qui sont à l'initiative du projet. Ça veut dire que non seulement ils sont à l'initiative, mais il faut qu'ensuite ils le portent au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et que un peu mon rôle à ce moment-là, c'est de faire en sorte que ces messages soient démultipliés, que la communication soit fluide et soit faite, pour que l'ensemble de l'entreprise comprenne que c'est vraiment un projet pour l'ensemble. Et non seulement les collaborateurs qui vont être impactés, mais aussi ceux qui ne vont pas l'être, parce que c'est vraiment une information d'entreprise. Donc, si le COMEX au départ, ou le CODI, peu importe son nom, ne s'implique pas d'une ou d'une autre, je pense que le projet, on peut l'avancer, mais il va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. D'accord, très bien. Merci Véronique. Peut-être une question pour Philippe qui a été posée par Fabienne. Qui dit plateforme dit sécurité. La blockchain peut-il être une solution ou quelle autre solution? Parce que lorsqu'on traite de données RH, il y a certainement des protections et des sécurités particulières à mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience, Philippe? C'est un vaste sujet. La RGPD a fait beaucoup évoluer des éléments. Alors, il y a les données RH purement dans les systèmes qui sont sécurisés et ça pose pas tellement de difficultés là-dedans. En revanche, ce qui commence à poser plus de difficultés, c'est les données qui transitent au-delà du dossier du personnel.
à savoir recrutement, formation, tous les échanges qui vont avec. Et la difficulté est de dire où commence et où s'arrête la protection. Alors, on peut le faire. Et puis, deuxième chose, il y a pas mal d'acteurs qui sont dans des législations internationales et étrangères. Par exemple, l'ATS de recrutement qu'on avait mis en place était un ATS américain qui passait par une législation américaine, allait expliquer à des Américains ce que c'est que les RGPD ou on bloque pour arriver à leur faire signer des contrats d'engagement de responsabilisation, c'est plus compliqué. Je ne pense pas que le sujet des données RH soit plus compliqué que les données commerciales ou autres. Et en fait, pour un DRH, ce n'est pas ça qui est le cœur de la difficulté. Il est plus dans tous les échanges que font les salariés des données. Mais on arrive quand même à sécuriser tout ça. D'accord, merci Philippe. Peut-être encore une question, parce que l'heure a tourné. Une question pour Rémi. Rémi, l'accélération de la digitalisation ne risque-t-elle pas de creuser l'écart de moyens entre les petites et les grandes entreprises et ainsi fragiliser les TPE et PME? Peut-être, mais ça peut être aussi une opportunité pour des entreprises qui se lancent de partir sur de nouveaux business models. Alors aujourd'hui, on parle de modèle hybride, c'est souvent des grandes entreprises qui intègrent des startups, qui lancent des plateformes. On peut aussi imaginer le contraire. Aujourd'hui, la capacité d'innovation n'est pas que dans les grands groupes, n'est pas que dans les startups, il est aussi dans les TPE, dans les PME. Et je pense, moi, que elles ont vraiment une part de gâteau à gagner et que l'innovation est aussi dans les TPE, dans les PME et que les nouveaux business models sont là aussi, quoi. D'accord. Merci Rémi. Encore une question à chacun de nos intervenants, enfin à Véronique et à Philippe, et puis après on va conclure. Véronique, j'avais une question. Comment faire non, c'était Dominique qui nous pose cette question. Dans ces transformations numériques ou digitales des entreprises et donc des filières économiques, comment voyez-vous la résilience des territoires? La résilience des territoires. Alors, est-ce que je peux en savoir plus par rapport à la résilience des territoires? Je propose que tu passes à la question de Philippe et que Dominique complète sa question, parce que je ne vois pas très bien ce que ça signifie. Voilà. D'accord. Alors, une question de Pascal, probablement en s'appropriant pour des usages pro des outils que les utilisateurs se sont appropriés en domestique, Zoom n'est-il pas un bon exemple? Oui. Oui. Oui, mais bonne réponse. Je vais prendre l'exemple, j'ai pris l'exemple du confinement récemment. En un mois, on s'est tous retrouvés à faire du télétravail. Je vais prendre un exemple. J'ai mis en place des accords de télétravail. Il a fallu que je présente au COMEX tous les intérêts et ainsi de suite. Et je leur dis, mais ça va arriver très rapidement. Loin de moi l'idée que de quelques convictions. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir comment on va revenir du télétravail en entreprise. Je pense que tout ça évolue quand même beaucoup plus facilement qu'on ne le dit. Très bien, merci Philippe. On va passer à la conclusion. Ce que je propose, c'est que chaque intervenant nous dise son mot de la fin et après je ferai la conclusion en faisant le lien avec la suite. Véronique, à toi la parole. Très bien, merci. Le lien, donc, c'est un petit peu donc, ce que j'ai dit et ce que j'assène et ce que je répète parce que ce n'est pas forcément évident. C'est le sens et l'humain. Donc, c'est quand je digitalise pourquoi, je digitalise pour qui, je digitalise comment. Donc, la transformation digitale, elle peut être partielle dans l'entreprise, elle peut être totale. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise. Il s'agit de l'accompagner et il s'agit surtout de bien garder en tête que derrière un outil, il y a un homme, une femme. Et il faut absolument bien marier, je dirais, les deux pour s'assurer qu'on y arrive et que ce soit efficace. Et j'ajouterais qu'il est très intéressant de déployer à l'international, puisque Bruno, tu as fait l'international, tu dois comprendre, parce que justement, dans les hommes, on a des cultures différentes et c'est très intéressant quand on déploie la même solution à l'international de voir comment chacun s'adapte ou ne s'adapte pas et comment on doit travailler justement différemment par rapport à ces cultures. Donc là, on retrouve de l'humain.
Merci Véronique. Donc, marier le digital et l'international, l'homme et la femme, c'est le message de fin. Merci. C'est un peu restreint, mais oui. Résumé, très résumé. Voilà. Rémi, à toi, ton mot de conclusion. Très rapide pour moi, l'essentiel pour moi dans le digital est d'innover, innover dans les business models. Voilà, donc je suis prêt à en discuter avec vous. Vous avez mon mail. Dans tous les secteurs, dans tous les pans de l'économie, il est possible d'innover avec le digital. C'est démontré. On a des modèles innovants dans tous ces pans-là. N'hésitez pas à m'appeler pour en discuter, pour aller un petit peu plus loin. Très bien. Merci Rémi. Philippe, ton mot de la fin. Se renseigner et communiquer. Se renseigner justement dans l'innovation et communiquer surtout sur ce qui fâche quand on met un projet de digitalisation. C'est là où c'est le plus important. Voilà, communiquer avant tout. Très bien, super, merci. Aline, on n'a pas la possibilité de passer toutes les questions parce que sinon on est reparti encore pour une demi-heure. Il faut qu'on essaie de respecter le calendrier. Merci en tout cas pour ton intervention. Je tiens à remercier nos participants, enfin nos présentateurs hein, pour leur implication et les efforts réalisés pour cette présentation. Donc merci à vous trois. Merci à tous les participants qui ont été nombreux et assidus pendant toute cette présentation. Je voudrais vous confirmer que nous transmettrons à chacun le lien pour retrouver la présentation qui a été faite ce soir. Vous retrouverez donc l'ensemble des coordonnées de nos intervenants. N'hésitez pas à les contacter et à nous contacter pour tout complément d'information et pour évoquer vos projets digitaux sur lesquels nos trois intervenants et le réseau Fit In Network seront ravis de vous accompagner et de vous proposer des solutions. Le replay de ce webinaire sera aussi mis en ligne et vous recevrez le lien dans les jours qui viennent. Donc, vous pourrez revoir et reparticiper à ce webinaire en replay. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. N'hésitez pas à contacter nos intervenants, à nous contacter pour vos projets digitaux et j'espère vous retrouver prochainement pour évoquer vos projets avec le réseau Fit In Network. Bonne continuation, bonnes vacances à tous et merci pour votre participation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.